Et bon, en un sens, c'est un peu malheureux qu'on ait toujours à dire les mêmes choses. En un sens, c'est un peu heureux aussi qu'on le dise devant des gens qui sont destinés, disons, décidés à lutter, à continuer à lutter. Bon, on a bien vu qu'on a affaire à des gouvernants aujourd'hui qui se moquent absolument de mouvements sociaux, opinions publiques, que sais-je encore. Ils ont leur agenda, ils ont un petit peu ce que, au fond, l'ordre financier international leur dit de faire. Ils le suivent. C'est impopulaire, disent-ils, mais voilà, ils pensent qu'ils sont des grands hommes parce que, précisément, ils vont contre la volonté de la majorité. Oui, voilà, je crois que malheureusement, on a affaire vraiment à des sourds et que par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de lutter et de lutter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Voilà, merci de m'avoir invité. Blocage des routes, quoi. On connaît les blocages des routes, c'est-à-dire qu'on connaît des gens qui décident un jour de vous embêter en bloquant les routes. On a connu ça avec les grèves des routiers, on a connu ça avec certains mouvements d'agriculteurs, etc. Bon, ça veut dire que tout d'un coup, on se retrouve derrière comme ça des tracteurs qui sont là, qui occupent l'espace, et pendant 2 heures, et puis rien ne se passe, et puis on vous dit rien, quoi. Et puis on vous dit rien, quoi. Alors, ce qui était quand même étonnant des Gilets jaunes, la première fois qu'on les rencontrait, c'est que bon, il y avait un rond-point, et puis on vous parle, et puis quelque chose se passait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans la logique de blocage, dans la logique simplement de, on porte un coup à l'ennemi, mais on est effectivement dans une logique de créer un peuple, de tisser des liens autour d'un lieu, autour d'une action, quoi. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment penser la question, bon, l'émeute, bon, c'est un mot compliqué, l'émeute, c'est d'ailleurs drôle qu'on le reprenne maintenant, parce que très longtemps c'était péjoratif, quoi, disons. Même on connaît bien le grand texte de Victor Hugo, l'émeute, c'est le truc du passé, donc c'est mauvais, insurrection c'est l'avenir, on sait bien, quoi. Et bon, on voit bien que le mot émeute revient, parce que le mot insurrection maintenant fait peur, quoi, parce que plus personne ici ne voit bien, disons comme ça, bon, le parti organisé en voyant ses troupes à l'assaut du pouvoir pour prendre le pouvoir et pour faire quoi. Donc voilà, le mot émeute, c'est un mot pour désigner en quelque sorte les formes de violence, les formes d'illégalisme qui effectivement sont efficaces, quoi. Mais bon, c'est vrai, je crois qu'elles sont efficaces. Pour autant qu'elle crée un peuple, créer un peuple, c'est créer tout un espèce d'espace symbolique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est intéressant ce qu'a dit Thierry, un peu surtout ce rappel un petit peu des symboles révolutionnaires, quoi. Parce que même les drapeaux tricolores, même c'est un peu étonnant, moi je passe souvent auprès d'un rond-point où il y a un drapeau tricolore et puis à côté il y a un poster. Le poster c'est qui? C'est Che Guevara, quoi. Ça veut dire que, bon, ça veut dire que oui, disons, le drapeau tricolore, ça peut être aussi bien, effectivement, la Révolution française, la Marseillaise, disons, comme ça, que l'affirmation des petits blancs, racistes et compagnie, quoi. Voilà, donc je pense que, bon, il faut tenir à cette espèce de constitution, d'une espèce de symbolique collective, et oui, et effectivement, émeute, ça veut dire, effectivement, d'abord, aujourd'hui, surprendre tous les jours, être tous les jours ailleurs que là on vous demande. Alors bon, être en 60 lieux différents dans Paris, c'est un peu difficile. D'abord il faut du monde, et puis bon, on a tous l'habitude un peu de ces sit-ins, ces petites manifs devant les ministères. Ce matin encore il y en avait une devant le ministère de la Culture, d'intermittents. Bon, il y avait là. Alors bon, faire ça en 60 lieux à la fois, c'est pas très intéressant, je pense, quoi. Et c'est pas non plus très intéressant, je pense, de compter sur la dissolution. Mais en général, c'est pas intéressant de compter sur l'ennemi, disons, parce que bon, ce qui est quand même extraordinaire dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que précisément c'est un mouvement qui n'a pas compté sur l'ennemi, qui s'est déclaré, quoi. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille supposer que ce serait bien si on avait une dissolution. Si on a une dissolution, on aura des élections, on aura des partis qui chercheront à avoir chacun leur gilet jaune, que sais-je, mais en tout cas, bon, c'est toujours plus ou moins quelque chose qui casse un mouvement, et pas du tout, je pense, quelque chose qui lui donne de la force, quoi. C'est beau, hein. Regarde-moi cette couleur. Ah. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlin, jaune blé. Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre. Ladies and gentlemen, bring it to me, y'all. I got a house in the mountains not long ago. Wanna tell you how I get there? You wanna know? Me and my friend Johnny taking it slow, rolling real deep, take it on
on a down low. Get some info that somebody got low. So I call him up just to let you know. I say, hey Johnny, come over, Johnny boy, let's go. Right away he showed. He came over in an old Jaguar, full with guns like he's ready for war. Really and truly, somebody got dough. I got a lot of guns and shot, don't you know? Alors on est de retour sur le plateau de TV Debout et c'est un petit événement puisqu'on a la chance d'accueillir Jacques Rancière, philosophe sur les questions politiques mais esthétiques aussi. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous, pour la TV Debout de vous accueillir. Donc merci, Merci à vous de venir. Bon, il fait beau, c'est le 1er mai donc c'est vraiment une belle journée. Monsieur Rancière, première question, vous avez parlé dans vos ouvrages, et d'ailleurs on pourrait dire quasiment vos ouvrages sont une espèce parfois de programme de la nuit debout. Vous avez parlé de la haine de la démocratie, et notamment en faisant référence en 2005 au référendum sur la Constitution européenne, qui pour vous avait été un enjambement de la démocratie de la part des élites, quelque part. Est-ce que c'est pas justement le vrai problème à l'heure actuelle? Alors évidemment on parle de la loi travail, la loi El Khomri, mais a émergé tout de suite la question de la démocratie et d'une scission entre une oligarchie et entre guillemets un peuple, même si ça reste à définir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette haine de la démocratie? Bon, non, il y a plusieurs choses. Bon, il y a d'une part, une espèce de renforcement d'un pouvoir oligarchique qui est de plus en plus fort, effectivement. Et bon, 2005, je pense que, j'ai écrit la démocratie avant le référendum, mais si vous voulez, 2005 est effectivement, de ce point de vue-là, quelque chose d'intéressant parce que tout d'un coup, on a vu toute une classe politique qui décider ce qui était bon et puis des gens qui disaient que non c'était pas bon, parce que ce qui est intéressant plus que le vote lui-même, c'est qu'on a vu en 2005 un tas de gens se mettre à lire cette fameuse constitution européenne, à en discuter, on a vu une espèce de débat se créer tout autour. Alors ça c'est un premier point effectivement, tout d'un coup, et on a eu effectivement ce référendum, on a vu après ça un président venir dire ce référendum avait eu lieu, c'est vrai, mais que quand même il fallait être un peu sérieux, que la prochaine fois ça serait plus soumis au vote du peuple. Ça c'est une première chose qui concerne, je dirais, pratiquement pourrait-on dire, le rapport de l'oligarchie au corps électoral. Ça c'est une première chose, mais deuxième chose qui est beaucoup plus peut-être radicale, c'est une espèce de développement d'un discours antidémocratique au sein même de pays qui se disent des démocraties, Et ce qui me paraît important là-dedans, c'est que tout d'un coup, le mot, et en un sens positif, si on peut dire, tout d'un coup, le mot démocratie a repris son caractère pouvait reprendre son caractère un peu de scandale, parce qu'on était habitué justement à ce que la démocratie ce soit une chose un petit peu, consensuelle. On a fini par nous dire que la démocratie c'est le consensus, il y en a qui gouvernent, puis l'autre qui gouverne, et puis voilà, ça se passe bien, ça faisait autant mieux que pratiquement petit à petit, droite et gauche avaient le même programme, et par conséquent, effectivement, il y avait cette espèce d'alternance, mais en même temps, justement, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il apparaissait que c'est pas ça la démocratie, que la démocratie, quand même, ça veut dire, pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est un terme qui est équivoque. Ce que j'ai rappelé, c'est que la démocratie, démocrate au départ, la démocratie, c'était une insulte, c'est-à-dire que la démocratie, c'était considéré par les gens bien, donc à Athènes, comme le pouvoir de la racaille. Le pouvoir de la racaille ne veut pas forcément dire le pouvoir des gens qui traînent dans les rues, mais simplement dire le pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité particulière pour gouverner, parce que l'idée normale, effectivement, des élites, c'est que il y a des gens qui ont une qualité, pour gouverner, parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, parce qu'ils sont plus savants, parce qu'ils ont fait de meilleures études, parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est leur métier, ainsi de suite, Et ce qui était important, je pense, dans cette espèce de renouveau de la démocratie, c'est peut-être aussi le renouveau de cette espèce d'écart finalement entre ce que le mot démocratie peut signifier et puis cette espèce d'oligarchie consensuelle déguisée sous le nom de démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait référence justement au début de la démocratie athénienne où ça a été théorisé, il y a des lieux aussi de démocratie, il y a l'agora évidemment, et quelque part on reproduit ce lieu de prise de parole, même si évidemment dans la démocratie athénienne, c'était une certaine élite qui avait évidemment le droit de parler. Et est-ce que ici, lorsque vous avez parlé du maître ignorant,
une espèce de rapport du peuple, même si c'est un terme à définir, qui est un peu doit s'émanciper, l'émancipation du peuple. Et est-ce que, pour prendre un mot peut-être un peu à la mode, il doit un peu se décomplexer votre peuple et de prendre la parole. Moi, c'est vraiment ce qui est marquant aussi. Les gens prennent la parole et aussi les gens viennent écouter des gens qui ne sont pas nécessairement des entités élites intellectuelles ou on vient écouter n'importe qui, on va dire, le peuple, on vient s'écouter entre nous. Est-ce que c'est pas un peu décomplexant quelque part? Oui, bon, je sais pas si on peut penser les choses comme ça. Je ne suis pas fanatique du terme, si vous voulez. Mais bon, ce qui est important, effectivement, c'est que réémerge l'idée d'une capacité qui est une capacité partagée par tous. Parce qu'au fond, la condition de la politique, d'une certaine façon, malgré tout, c'est la présupposition d'une capacité qui est partagée par tous. Bon, ce qui veut pas dire forcément que tout le monde va dire des choses aussi intéressantes dans une assemblée générale. Ça veut dire que, bon, malgré tout, il y a deux choses importantes. Effectivement, premièrement, que des gens qui normalement parlent pas, qui n'ont pas à parler, dont c'est pas le métier, qui n'ont pas le lieu de parler, décident qu'ils peuvent. Et effectivement, l'émancipation, ça veut dire on se décide capable de ce qui n'est pas considéré comme capable, ça c'est important quoi. Et puis bon, ça y est, mais c'est important aussi, c'est l'idée malgré tout que c'est pas simplement le fait que bon n'importe qui a la parole, chacun son tour, etc. Bien non. C'est l'idée malgré tout que ce qu'on cherche à construire, c'est quelque chose comme une manifestation d'une intelligence collective, mais c'est pas un truc justement qui est donné simplement. Ce qui est important, c'est que le peuple, c'est pas un donné, quoi. Il s'agit pas seulement de dire, on est réunis là, on est le peuple, puis on va prendre la parole. Non, le peuple, c'est quelque chose qu'on construit, parce que le peuple, il attend qu'on en veut. Bon, bah, finalement, là, disons, le gouvernement a son peuple, celui qu'on convoque pour savoir qui sera le prochain président de la République. Bon, bah, Le Pen a son peuple, comme ça, vous, la famille Le Pen a son peuple, comme ça, bon, le peuple des profondeurs, le peuple méprisé par les élites, que sais-je. La politique revendique le peuple quelque part. Voilà, c'est ça paraît logique. Le peuple, c'est aussi qu'une politique, des institutions, des discours, des inventions construisent un peuple. C'est ça qui est important. C'est pas simplement que il y aurait cette espèce de grande masse de la population et puis que chacun y aurait recours. Non, c'est que vraiment que c'est que le peuple c'est toujours une invention. Et effectivement, c'est un résultat, c'est pas un point de départ, quoi. Et c'est ça que, et effectivement, toute la vision officielle, c'est le peuple il est là, et puis voilà, il va être représenté, puis quand il est représenté, qui va se plaindre? Personne, bien sûr, quoi. Alors, je pense que effectivement, ce mode démocratique consiste à dire, nous, il y a plusieurs sortes de peuples, et nous, on veut construire un peuple particulier, c'est-à-dire un peuple d'égaux, ça veut dire un peuple qui véritablement essaye de construire une forme d'intelligence, de manifester une forme d'intelligence, une forme d'intelligence collective, qui essaye vraiment d'inventer des choses sous la présupposition qu'il y a une capacité intellectuelle qui est partagée par tous, et que effectivement la question de la communauté est une question qui relève de tous, et pas de gens qui ont une spécialité. Voilà. Pour moi, l'idée de la politique, c'est qu'il n'y a pas de spécialité de la politique, si vous voulez. Mais ça part d'un constat qu'il y a nécessairement une oligarchie, enfin des gens qui, on va dire entre guillemets, ont le pouvoir, que ce soit pouvoir culturel, politique ou financier, qui ne peuvent pas construire ce monde. Parce que finalement, s'il y a une reprise de la main par des gens qui n'ont pas nécessairement des titres, et qu'on part sur ce constat que ce monde-là, ce nouveau monde qui doit émerger, c'est au sens de Gramsci, on va dire, le nouveau monde qui va émerger, il doit émerger parce qu'il y a des dangers. Finalement, est-ce que on part quand même sur ce constat, c'est que l'élite ne peut pas le construire, ne peut plus peut-être le construire, et que c'est à nous de le faire. Et on parle d'intelligence collective, mais aussi de pratique collective, non, finalement, aussi. Oui, bien sûr, non. Enfin, on est dans une situation, effectivement, où on peut dire qu'on a un certain épuisement, disons, des capacités de notre oligarchie, à organiser une communauté politique. C'est tout. Pourquoi, d'après vous? Parce que je pense parce que d'une certaine façon ils vivent dans un tel monde finalement d'autoreproduction que finalement qu'est-ce qui crée finalement, c'est ou l'autoreproduction ou alors le type de peuple à la Le Pen ou le type de peuple à la Viktor Orban ou le type de peuple voilà, c'est-à-dire que pratiquement disons l'espèce de système oligarchique dans lequel on vit, on crée finalement cette espèce de situation actuellement où on vous dit si vous voulez pas Valls ou Sarkozy, à ce moment-là, vous aurez Le Pen, vous aurez l'équivalent des Orban et compagnie. C'est ça. Effectivement, la question, je dirais actuellement, c'est de faire émerger, un peuple qui ne soit pas pris dans cette alternative. Et quelle organisation politique on pourrait, dans ce nouveau monde, entre guillemets, on a eu la symphonie du nouveau monde, donc on appelle un peu à ça. Oui, on a une, tout à fait. Merci bien. Il faut prendre soin de nos intervenants, évidemment. Merci beaucoup à la radio. Est-ce que quelle organisation politique on pourrait
penser, envisager dans ce nouveau monde, déjà peut-être parlons de la France, ou voire même de l'Europe, comment est-ce qu'on pourrait voir une verticalité, une horizontalité, enfin qu'est-ce qui serait bénéfique? Comment on pourrait envisager une réelle démocratie? Bon, moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste en organisation démocratique. Non, je pense qu'actuellement, un petit peu le problème, c'est d'arriver à construire une force qui soit, bon, à la fois, on peut dire, autonome, qui soit à la fois, bon, donc hétérogène par rapport au champ de ce qu'ils appellent officiellement la politique, quoi. C'est-à-dire, bon, effectivement, bon, la politique électorale, bon, au service, finalement, de l'oligarchie financière et gouvernementale, et sortir en quelque sorte disons, d'un petit peu de ce jeu-là, quoi, construire une force qui soit... Comment? Est-ce qu'on doit le faire par la démocratie ou par la violence? Certains la revendiquent, hein, clairement, en disant que ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On est toujours sorti d'une constitution ou d'une république ou d'un jeu politique par la violence en France, la Commune, le 1789... Que veut dire en sortir par la violence? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que la violence révolutionnaire, la violence de 89, la violence des révolutions, la violence de la Commune, c'est pas d'abord, disons, une violence militaire, c'est d'abord, je dirais, une violence symbolique, c'est-à-dire que des gens se déclarent capables. Je pense qu'ils n'étaient pas considérés comme capables. C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait que les communards vont reprendre les canons, disons à Montmartre. La commune, c'est pas simplement les canons. La commune, c'est l'idée, on est capable d'organiser la vie, ce qui se passe ici, capable de gouverner, capable d'organiser le travail. Et d'une certaine façon, en l'occurrence, la violence, elle est d'abord la violence de la réaction des Versaillais. Effectivement, la commune n'a pas voulu marcher sur Versailles, on l'a reproché, mais bon, est-ce qu'il en avait vraiment les forces? C'est un vrai problème. Donc, voilà, donc là, je pense que, 89 aussi, bon, il y a des formes de violence, il y a aussi mais il y a des formes de parole collective, des formes d'organisation collective, etc. C'est-à-dire que, il ne faut pas fétichiser le mot violence, c'est-à-dire qu'ils disent, ah là là, mais s'il n'y a pas de violence, oui, bien sûr, mais on peut dire aussi qu'il y a eu partout des violences, on peut dire, qui ont effectivement détruit des gouvernements, mais bon, des violences de toutes sortes, parce que finalement, il y a plus de rois qui ont tué des rois que de révolutions qui ont tué des rois. Hein. Donc, en ce moment, ça ne veut rien dire, si vous voulez. Effectivement, ça permet à des gens, à des petits groupes de dire, voilà, il faut monter le niveau de la lutte, voilà, il faut monter à l'assaut, mais bon, on monte pas à l'assaut comme ça. On dirait que bon, et puis on regarde même vraiment les formes de révolution qui ont effectivement, on peut dire, une organisation militaire. Bon, ce sont essentiellement, malgré tout, disons, en fait, en réalité, disons des morceaux d'armée, des morceaux de garde nationale. C'est-à-dire, en fait, ils se sont retournés contre des forces armées qui s'est retournées contre le pouvoir. Donc, l'idée, comme ça, on organise l'armée violente, etc. Bon, je pense que c'est une blague. Et en plus, ça peut justifier cette espèce de discrédit qu'on peut avoir sur un mouvement qui, justement, qui peut paraître dangereux, et dans la haine de la démocratie, finalement, on retourne ce colibet de nous n'aimons pas la démocratie, puisque vous voyez, vous êtes violents, vous attaquez à des forces de l'ordre qui sont aussi des représentants de l'État et donc de la démocratie, quelque part. Ça nous permet quelque part, vous dites que l'oligarchie déteste la démocratie, puisque méprise le peuple, quasiment un mépris de classe, et finalement, on retourne ce compliment, entre guillemets, puisque on s'attaque à des forces de l'ordre, on s'attaque à la démocratie, à la police, à la sécurité, à ces choses-là. Est-ce que finalement, un mouvement comme Nuit debout ne doit pas appeler justement à la non-violence totale? C'est vraiment compliqué, on ne peut jamais appeler à la non-violence totale parce qu'on ne sait jamais finalement, on ne sait jamais vraiment, disons, comment les situations évoluent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer qu'on est le maître. Dire bon, aussi bien les gens qui pensent que voilà, il faut de la violence pour faire monter le niveau de la lutte, etc. Bon, ils ont l'impression qu'ils ont la maîtrise du processus révolutionnaire, etc. Bon, c'est vraiment de la blague, quoi. Mais par ailleurs, bon, on ne peut pas dire jamais de violence parce que être là, c'est déjà une violence. Ça, faut comprendre, quoi. Alors ça, bon, si quelqu'un vous tape dessus, vous pouvez répondre, on n'en sait rien. C'est la vie, c'est ça. Si une bande de nervis qui vous tombe dessus, bon, vous allez probablement répondre, et bon, il y aura de la violence. Donc, on ne peut pas dire, a priori, il faut de la violence, il ne faut pas de violence. Ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que malgré tout, dans tous les mouvements récents, aussi depuis le printemps arabe jusqu'à des mouvements comme celui-ci, on a essentiellement eu une violence d'abord symbolique, à savoir que des gens s'installent dans un lieu où ils n'ont pas à être, ils font des choses qu'on n'a pas à y faire. Et c'est ça, bon, pour moi, c'est ça, disons,
vraiment, disons, la violence politique, c'est d'abord ça, quoi. On fait ce qu'on n'est pas censé devoir faire, on s'installe dans un lieu qui n'est pas supposé être un lieu politique, on transforme le lieu de circulation en lieu politique, voilà, on affirme une capacité, on décide qu'on écrit une constitution, on sait bien que personne ne va l'appliquer, mais on décide qu'on a la capacité d'écrire une constitution, par exemple, et ainsi de suite. Et c'est ça, véritablement, je pense, la violence qui est propre à la politique. Et bon, et en même temps, c'est plus important que le fait que, bon, il y ait des gens qui aillent, casser des distributeurs, casser 3-4 vitrines et aller se cogner avec les flics. En plus, bon, je veux dire que le rapport de force, manifestement, de leur aucun espoir d'arriver à prendre l'Élysée et bon, à s'y maintenir. Oui, ça paraît évident. Et au sens de Gramsci, on n'est plus dans une guerre de position, qu'une guerre de mouvement frontale. On est vraiment une guerre de position, une guerre culturelle, d'hégémonie culturelle. Et finalement, on doit prouver aussi. On disait un peuple un peu décomplexé, qui s'auto-organise, qui construit de l'intelligence collective. Et ben, on doit aussi prouver qu'on est capable aussi d'apporter des choses à la société, à la démocratie et à ce nouveau monde, quelque part. Oui, mais je pense qu'encore une fois, on est quand même dans des situations, effectivement, on essaye les mouvements qui existent, essayent de retourner des situations, on peut dire, un peu victimaires, quoi. Tout à fait. En situation affirmative. C'est ce qui se passe tous les jours ici. Effectivement, pour la République, et bien la place de la République, en plus, il y a tous les symboles, bien sûr, des attentats, etc., tout ça, bon, qui sont un fond de la chose, mais fondamentalement, oui, je crois que ce qui est un petit peu l'enjeu, bon, c'est de prouver qu'on peut construire un peuple de gens qui agissent, qui discutent, qui s'occupent finalement un petit peu de toutes sortes de choses, qui prouvent leur capacité dans toutes sortes de domaines, quoi. On construit une radio, on construit une télé, on construit une démocratie quelque part aussi entre nous. Déjà, on se respecte. Voilà, on construit toute. C'est une co-construction et une co-organisation, on va dire. Merci beaucoup d'être venu. Sur ce plateau. Et puis vous êtes le bienvenu. Mais chacun dans cette construction, on a besoin de toutes les forces possibles. Et donc merci d'être venu. Et puis vous êtes le bienvenu sur ce plateau quand vous voulez bientôt. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. On va tout de suite aller voir l'Assemblée Générale et on se retrouve tout de suite après. À bientôt.